Il y a des choses, de toute façon, qu'on ne peut pas montrer. Vous savez, on appelle l'armée la grande muette, la pénitentiaire la petite muette. Les choses ne doivent pas sortir, il y a une espèce d'omerta comme ça, un culte du secret. Les questions sont pratiquement préparées à l'avance, les détenus qu'ils interrogent sont triés à l'avance. Tout ce que vous pouvez dire à visage couvert, c'est comme si vous ne le dites pas. J'ai l'impression d'être traité comme un chien, même, je crois même les chiens sont mieux traités que nous. Ils ont tout filmé, tout ce que nous, avec nos caméras de journalistes, nous ne pouvons pas vous montrer. On est en cellule là mon gars, on est en hiver. Tu comprends quelque chose ou quoi? Vous avez des rats qui sont aussi gros que des chats. Ça se montre pas, ça, à la télé. Ils ne donnent pas d'autorisation à des films qui pourraient porter atteinte à l'image de l'institution. Les reportages étaient totalement négatifs. Là encore, c'est un peu la schizophrénie médiatique parfois. Arrêter d'être des magots et de vouloir en permanence critiquer ce qui est fait, quoi. C'est pas la réalité qui choque, c'est l'image de la réalité. Les détenus qui regardent ça sur leur petite télé, ça les fait pas rêver, ça c'est sûr. Je crois que le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de se dire que si on entoure l'atmosphère pénitentiaire d'un mystère, c'est qu'on a quelque chose à cacher. Ce n'est pas un problème qui se pose aujourd'hui, ça date bien avant l'actuelle direction. 40 ans après, la prison continue à fasciner, à indigner, à questionner. En France, en 2009, plus de 2000 demandes de reportage en prison ont été accordées, un chiffre en augmentation permanente. Et pourtant, pourquoi a-t-on l'impression de ne jamais savoir ce qui se passe derrière les murs des prisons? Pourquoi les journalistes ont-ils tant de mal à informer sur le milieu carcéral? Ne serait-il pas en partie responsable de la méfiance de l'administration? À trop ouvrir, ne risque-t-on pas de tomber dans la prison spectacle? Finalement, les caméras ont-elles leur place derrière les barreaux? Il est 15h, direction tout de suite la prison de la Santé à Paris, où une prise d'otage est en cours. 7 avril 2010, prison de la Santé à Paris. Peu avant midi, un détenu prend en otage son psychiatre pour protester contre ses conditions de détention. En quelques minutes, l'ensemble des télévisions et radios françaises se rassemblent juste en face du bâtiment. Malgré le peu d'informations qui filtrent et aucune autre image que celle des murs de la prison, cet événement devient le feuilleton médiatique de la journée. Pour le moment, le contact a été établi avec le détenu, mais la prise d'otage est toujours en cours. C'est relativement rare des prises d'otages dans des prisons. En plus, on est en plein cœur de Paris. Donc voilà, c'est assez important d'être sur place rapidement et de suivre l'évolution. Il y a quand même quelqu'un qui est pris en otage, quelqu'un qui est menacé par un prisonnier qui est connu pour être assez dangereux. Baptiste, où en est-on? Quelles sont les dernières informations dont vous disposez? Eh bien, ça fait maintenant 4 heures que Francis Dorfer, 25 ans, condamné à 32 ans de peine de prison, dont 20 ans de peine incompressible, retient en otage un médecin chef psychiatre. On réussit à avoir des bribes d'informations, ouais, bien sûr, avec des syndicalistes pénitentiaires qui sont à l'intérieur du bâtiment, là, donc la prison de la Santé, qui nous donnent un peu quelques éléments. Ils ne sont pas très bavards, hein, faut quand même le dire, mais ils nous disent quand même que c'est calme, ils nous donnent quelques petits éléments, quelques petits détails qui nous permettent de nourrir des papiers. Alors là, comme vous pouvez le voir, on est bien à l'écart. Et donc, non, c'est pour ça que c'est voilà, l'avantage d'être en direct. Comme ça, les gens voient qu'on est sur place, mais en image pure, on n'a rien. Finalement, après 5 heures de prise d'otage, le détenu finira par se rendre. Cet événement aura placé la prison de la Santé sous le feu des projecteurs. Et ce n'est pas la première fois. Il y a 10 ans déjà, la Santé avait été le théâtre d'un emballement médiatique sans précédent, un véritable séisme pour la pénitentiaire. Le courage tranquille d'une femme, Véronique Vasseur, provoque des remous dans l'administration pénitentiaire. Celle-ci a bien du mal à accepter de reconnaître certaines vérités sur la vétusté des locaux, les violences ou les oppressions sexuelles dans les prisons. Janvier 2000, celle par qui le scandale arrive s'appelle Véronique Vasseur. Médecin-chef à la prison de la Santé à Paris, Véronique Vasseur publie le journal de bord de ses 9 années passées en milieu carcéral, un véritable pavé dans la mare pénitentiaire.
Les cellules font 10 mètres carrés et demi et accueillent 3 ou 4 détenus. Les murs sont de couleur papier craft, avec une petite ampoule de 60 watts à 3 mètres du sol. Ils suintent de salpêtre. La vermine envahit les matelas. Moi, j'ai eu un espèce de réflexe, à peine rentré là-dedans, de commencer à écrire tous les jours, même sur des bouts de papier, n'importe quoi, mais d'écrire pour pas oublier. Parce que je me disais, c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. C'est un monde totalement à part, c'est inadmissible, c'est fou, quoi. Le détenu est recroquevillé nu, dans une mare de sang au fond du mitard. Il me chuchote. C'est les gardiens qui m'ont fait ça. Qui croire ? En fait, tout est organisé pour casser les détenus, les briser. Le témoignage est si fort que le quotidien Le Monde décide d'en publier les bonnes feuilles sur 2 pleines pages. L'emballement médiatique est immédiat. Après un week-end de tempête médiatique, Véronique Vasseur retourne à la santé. Il y avait la presse, il y avait le courrier qui arrivait, qu'il fallait ouvrir avec des gants en plastique parce qu'il y avait des menaces et tout. Il y avait les flics qui étaient là pour prendre les empreintes. Il y avait les renseignements, le ministère de l'Intérieur qui me demandait de changer d'itinéraire tous les jours. Et à un moment, vous avez regretté d'avoir écrit le livre ? Non. Non. Il y a un moment où je me suis dit, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Ces menaces, le médecin n'en connaîtra jamais la provenance. Mais si les médias s'emparent aussi rapidement de l'affaire, c'est parce que dans son livre, Véronique Vasseur décrit un quotidien qu'aucune caméra n'a jamais pu filmer, les journalistes étant jusqu'à présent quasi interdits en prison. Dominique Simoneau en a fait l'expérience. En 1991, cette éducatrice quitte la pénitentiaire pour rejoindre le journal Libération. Durant 9 ans, elle tente alors de réaliser des reportages en milieu carcéral, en vain. À l'époque, c'était sans doute pire qu'aujourd'hui. C'était incroyablement compliqué de rentrer en prison. D'ailleurs, le livre de Véronique Vasseur a déclenché l'opération Porte ouverte à la santé, une prison qu'on demandait tous à visiter, en tout cas ceux qui s'intéressaient aux prisons parmi les journalistes, qu'on demandait tous à visiter depuis je ne sais combien de temps. En réponse au livre de Véronique Vasseur, la ministre de la Justice de l'époque, Elisabeth Guigou, organise en effet une journée porte ouverte en prison pour tous les journalistes qui le demandent et ils ne vont pas s'en priver. C'est une première pour un établissement pénitentiaire français. La prison de la Santé a invité la presse à visiter tous ces bâtiments aujourd'hui. Et cela en réponse à un livre choc. Le coup a été dur. L'institution pénitentiaire se devait de réagir. Aujourd'hui, les journalistes ont pu pénétrer là où il est difficile d'entrer. La bouffe, elle est dégueulasse, déjà. Vous pouvez vous doucher tous les jours ? Non, pas tous les jours, c'est 2 fois par semaine. Mais les douches sont dans un état incroyable. Ces conditions de détention, François Corbert les connaît bien. Ce jeune loup de la droite bordelaise des années 80 est passé 3 fois par la case prison. Pour ce Robin des Lois, son surnom, qui au total aura passé près de 25 ans de sa vie derrière les barreaux, ses portes ouvertes étaient une bénédiction. Les journalistes à ce moment-là se ruent dans la prison, filment tout et voient qu'en fait c'est encore pire que ce que raconte Véronique Vasseur. D'où, alors du point de vue, pour l'administration, c'était une faute de communication terrible, mais pour le public, ça a été une source d'information extraordinaire, parce qu'évidemment, tout le monde s'est emparé du sujet, ça a donné beaucoup de reportages, et on a commencé à se dire, mais qu'est-ce qui se passe effectivement dans les prisons ? Durant plusieurs mois, entre 2000 et 2001, le public se passionne pour le problème carcéral qu'il semble découvrir. Un problème pourtant vieux de plusieurs décennies. D'ailleurs, dans les semaines qui suivent, un reportage va venir emboîter le pas au livre de Véronique Vasseur et enfoncer le clou de la cause pénitentiaire. C'est un grand document qu'Envoyé spécial vous présente ce soir. Un document violent et accablant pour une démocratie digne de ce nom. Benoît Gadret est journaliste pour France 2. À l'époque, il demande à réaliser pour l'émission Envoyé spécial un reportage dans les prisons Saint-Paul et Saint-Joseph de Lyon, deux des établissements les plus vétustes de France. La combine est connue de tous les mineurs. Et tant pis si le gamin, les lèvres mouillées, risque d'être électrocuté. Comme il n'y a plus de prise électrique au mur, il n'y a plus non plus de cloison. Un simple drap maculé d'excréments dissimule une cuvette sans couvercle. Je pense que l'administration pénitentiaire, le ministère de la Justice ne pouvait plus faire autrement que d'accorder des autorisations de tournage aux chaînes qu'ils demandaient. Le plafond il tombe quand les autres ils sont en haut.
J'ai l'impression d'être traité comme un chien, même, je crois même les chiens sont mieux traités que nous. On n'a vraiment eu aucun obstacle. Je pense que tout le monde avait envie de parler. Les détenus pour les conditions de détention, les surveillants, leurs conditions de travail, et puis je pense aussi le directeur de la prison, qui lui en avait peut-être marre aussi de ne pas obtenir telle ou telle subvention, tel ou tel financement pour la rénovation de tel ou tel quartier de la prison, et qui a vu là une opportunité, clairement. Sur l'ensemble des personnes libérées après un séjour dans les prisons de Lyon, les 2/3 environ franchissent à nouveau un jour le portail de la maison d'arrêt. Elisabeth Guigou, Benoît Gadret, bonsoir. Madame la ministre, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Le producteur Paul Dingon et Bernard Benjamin avaient souhaité ne pas en rester là. Et il y avait vraiment des questions à poser au ministre de la Justice, en l'occurrence donc c'était Elisabeth Guigou. Votre ministère a annoncé il y a quelques jours le déblocage de 800 millions, une enveloppe de 800 millions de francs pour construire 3 nouvelles prisons. Est-ce que Lyon en fait partie ? Oui, le Premier ministre m'a accordé donc de pouvoir lancer la construction de 3 nouvelles prisons. Et comme Lyon était en tête des priorités, bien sûr, la prison de Lyon sera incluse dans ce nouveau programme de 3 prisons. En voyant ça, je pense qu'après ce document, les choses forcément devaient évoluer. Ce qui n'était pas prévu au départ. Lyon n'était pas une priorité, paradoxalement d'ailleurs. Il ne faut pas que ce soit qu'un feu de paille, parce qu'en ce moment, tout le monde s'intéresse à la prison. Il faut que ça dure, ça dure, ça dure. Les propos d'Elisabeth Guigou seront prémonitoires. Si ce reportage sur les prisons de Lyon permet la construction d'un nouvel établissement, l'emballement médiatique provoqué par le livre de Véronique Vasseur va peu à peu s'essouffler et avec lui, la volonté de l'opinion de faire évoluer les choses. Marie-Lise Lebranchu, qui succède en octobre 2000 à Elisabeth Guigou, va en faire les frais. Je crois qu'on avait ce qu'on appelle horriblement, parce que je déteste la violence, une fenêtre de tir, mais ça a été très court, malheureusement très court. Le fait d'avoir les 2 assemblées parlementaires complètement convaincus à l'unanimité que c'était un sujet ouvrait quand même un formidable boulevard, qui s'est refermé en novembre à peu près lorsque Jacques Chirac, ayant fait son discours sur la sécurité au 14 juillet 2001, j'ai réuni à nouveau les parlementaires de droite et de gauche, ensemble, pour leur demander si tout le monde était bien d'accord pour continuer sur le consensus. Et je me souviens de Madame Boutin me disant, compte tenu de l'ouverture de la campagne présidentielle et des mots employés par le président de la République, ce ne sera plus possible. Et qu'est-ce qui s'est passé quelques années plus tard ? Il s'est passé que les députés, les mêmes, qui avaient fait ce rapport indigné et outré, ont voté des lois extrêmement répressives qui ont envoyé de plus en plus de gens en prison. C'est totalement incohérent. On s'apprête à construire 5000 places de prison de plus, on enferme toujours plus, on enferme des gens qui sont des malades mentaux qui n'ont rien à faire en prison. C'est que la prise de conscience est très vite retombée, mais je pense que l'énorme service de ce livre aura été de provoquer ce débat. Malheureusement, ça c'est le fonctionnement de la machine médiatique, il faut qu'il y ait un drame ou un événement grave pour qu'on s'intéresse vraiment au fond du sujet. Lorsqu'il s'agit d'une prise d'otage, d'un témoignage fort ou d'images choc, la prison passionne. Mais qu'en est-il lorsqu'il ne s'y passe rien ? Pourquoi est-ce si compliqué de relater le quotidien carcéral ? Après, voilà, comme on dit, l'être humain s'adapte à tout. Hein. On s'y fait, ouais. Il y en a qui s'y font pas, qui se bourrent de cachet. Il y en a qui... Moi, j'ai pris l'option sport, quoi. C'est avec le sport que j'évacue tout ça. Ce documentaire, réalisé en 2007 par Martin Blanchard pour Canal+, suit des détenus avant et après leur sortie de prison. Il leur a nécessité 1 an et demi de travail, un délai qui s'explique en grande partie par la difficulté à obtenir des autorisations de tournage, la première des nombreuses contraintes inhérentes à la présence d'une caméra en prison. Lorsque je tournais avec les détenus, interdiction d'aborder les faits. Et par ailleurs, on est en permanence avec un surveillant qui nous accompagne. Bon, parfois, c'est des choses qui se négocient quand on est seul à seul en cellule, mais théoriquement, il y a toujours un surveillant qui est avec nous. Les tournages se font aussi toujours dans des créneaux horaires bien particuliers, dans des lieux déterminés. Et puis, comme il y a toujours cette contrainte de sécurité, des endroits où on ne peut pas filmer, des moments où on ne peut pas filmer, c'est aussi l'opportunité pour l'administration pénitentiaire de visionner le sujet une fois qu'il est fini, pour s'assurer que dans nos images, il n'y ait pas d'éléments qui puissent nuire après à la sécurité du personnel surveillant. C'est quelque chose qui peut se comprendre, mais c'est aussi un prétexte tout trouvé pour l'administration pénitentiaire pour pouvoir visionner les films avant diffusion. A priori, c'est un droit de regard, hein.
Mais après, l'administration pénitentiaire a aussi beaucoup de ressources pour éventuellement faire pression. Les journalistes ne peuvent pas rentrer, filmer le quotidien sur une assez longue durée. Quand ils rentrent, c'est de façon très cadrée, les questions sont pratiquement préparées à l'avance, les détenus qu'ils interrogent sont triés à l'avance. Éventuellement, si l'administration n'apprécie pas, c'est coupé. Donc, ce n'est pas la faute de la presse. C'est-à-dire que la presse ne peut montrer que ce qu'on lui laisse voir. Il y a une certaine routine qui s'est installée de la part des journalistes parce qu'ils ont aussi compris comment marche l'administration pénitentiaire. Ils savent très bien qu'il n'y a pas d'autre moyen de tourner en prison que d'avoir l'accord. Et puis on n'a pas envie d'être blacklisté. C'est tout le problème du compromis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on souhaite tourner en prison et on sait qu'on peut le faire que si ces conditions-là sont respectées et admises par les rédactions. Moi, je pense qu'il ne faut pas le faire, pas dans ces conditions. Pas dans ces conditions. C'est une erreur. Pourquoi l'administration pénitentiaire semble-t-elle si fermée ? Nous avons posé la question à 3 hommes qui connaissent parfaitement son fonctionnement. Avocat pénaliste, Thierry Lévy est engagé depuis longtemps dans la cause pénitentiaire. Il a d'ailleurs présidé durant 4 ans l'Observatoire international des prisons. Ahmed Eloumas, lui, est surveillant. Depuis quelques années, il est responsable du syndicat CGT pénitentiaire en Île-de-France. Enfin, Pierre Botton reste sans doute l'un des détenus les plus médiatiques des années 90. Depuis qu'il est sorti de prison, il s'est engagé dans l'amélioration des conditions de vie des prisonniers. La communication, c'est pas de communication. Je parle pas de ce qui me concerne, puisque moi, si vous voulez, je suis un peu, il m'appelle l'électron libre. Donc voilà, je suis l'électron libre. Mais la pénitentiaire, c'est comme l'armée. Hein. Vous savez, on appelle l'armée la grande muette, la pénitentiaire la petite muette. Eux, ils n'ont aucun intérêt à vous montrer un quartier sur Fresnes ou sur Paris-La Santé. Vous avez des rats qui sont aussi gros que des chats. Ça ne se montre pas, ça, à la télé. Ce qu'on montre à la télé, c'est un bel établissement avec des beaux barreaux, des belles cellules avec des écrans plats. Voilà, ça c'est pour dire, voilà, la France, écoutez, elle respecte la dignité humaine. L'administration pénitentiaire est très frileuse, elle a peur qu'on parle d'elle, elle veut surtout pas qu'on parle d'elle, et elle communique donc très mal, sauf exception, et elle est très consciente, elle aussi, que le discours qu'elle pourrait tenir ne serait pas entendu, et par conséquent, elle choisit le silence, le mensonge, l'hypocrisie. À la chancellerie, on admet que la méfiance vis-à-vis des médias a pu être de mise à une période qui serait révolue. Il y a pu y avoir, effectivement, il y a quelques années, encore une méfiance de l'administration pénitentiaire vis-à-vis des médias, suite à quelques reportages qui ont été effectués, où l'administration pénitentiaire avait ouvert les portes, et vraiment, les reportages étaient totalement négatifs, et occultaient toute une partie de la réalité, notamment tous les efforts qui étaient accomplis en faveur de l'occupation des détenus, de leur insertion. Donc effectivement, il y a pu y avoir à un moment cette petite difficulté. Et puis l'administration pénitentiaire a appris qu'il fallait qu'il y ait des professionnels de la communication qui intègrent l'administration pénitentiaire pour entretenir ces relations quotidiennes avec les journalistes. Et je crois que vous pouvez le demander à vos confrères. Il y a maintenant d'excellentes relations entre les journalistes de la presse judiciaire, les journalistes qui gèrent les questions de justice, et puis le service de communication de l'administration pénitentiaire. En 2009, 643 demandes de reportages télévisés ont été acceptées par l'administration pénitentiaire, le double de l'année précédente. Et pourtant, il reste des no man's land journalistiques dans les prisons, des endroits qu'aucun reportage autorisé n'a jamais pu filmer. En 2007, les caméras de M6 ont pu rester 6 mois dans la maison d'arrêt d'Amiens. Toutes les portes leur ont été ouvertes, toutes ou presque. Est-ce qu'on peut, nous, y aller en promenade ? Ça vous pose problème ? Que vous alliez dans la cour ? Alors, Pourquoi ? On ne sait pas ce qui peut se passer. C'est pour votre sécurité aussi à vous. Malgré de nombreuses demandes, nous ne serons pas autorisés à entrer en promenade. Il y a des choses, de toute façon, qu'on ne peut pas montrer. Comme, par principe de sécurité, la cour est un milieu potentiellement dangereux, une équipe de tournage ne descendra pas dans la cour. De la même manière, d'ailleurs, que les surveillants ne sont pas présents dans les cours. Donc, rendre compte de la réalité d'une cour de prison, effectivement, c'est pas possible. Ou alors, c'est les images qui viennent de la prison, comme ça s'est fait dans le cas d'Envoyé spécial, les images tournées de l'intérieur. C'est effectivement la seule manière de montrer certaines réalités. Fin 2008, le site internet du Monde diffuse des extraits d'une vidéo tournée illégalement par des détenus de Fleury-Mérogis. Quelques semaines plus tard, le magazine Envoyé spécial achète ces images et en réalise un document de 40 minutes.
Ils ont fait passer une petite caméra derrière les barreaux et pendant 8 mois, ils ont tout filmé. Tout ce que nous, avec nos caméras de journalistes, nous ne pouvons pas vous montrer. Pour la première fois, les téléspectateurs ont accès au quotidien des détenus. Filme un peu l'état des barreaux là et tout là, leur faire voir aux gens. Oh regarde, regarde tonton, regarde cette merde là. Il n'y a pas de vitre à la fenêtre. On est en cellule là mon gars, on est en hiver. Tu comprends quelque chose ou quoi? T'es mal gros. Aïe aïe aïe. Les images étaient extrêmement fortes. C'était effectivement l'une des premières fois qu'on voyait réellement la vie des détenus dans une prison française. On entend régulièrement tout un tas d'études, de rapports disant que les conditions de détention sont très compliquées, que la France est l'un des pays les plus en retard en Europe pour les conditions de détention des prisonniers. Là, on avait effectivement clairement sous les yeux véritablement le problème des douches qui sont bouchées, des toilettes qui sont bouchées, d'une prison qui est quasiment une poubelle. Je crois savoir qu'en haut lieu à la chancellerie, ça n'a pas vraiment plu parce qu'on se dit déjà, tiens, comment une caméra a pu échapper à la vigilance des surveillants? C'est assez étonnant. Et puis surtout, ça dénonçait. C'était quand même des images qui dénonçaient une situation qui est franchement inacceptable aujourd'hui, quoi. Et pour la première fois, les téléspectateurs français ont accès à la cour d'une prison. Dans la cour, les prisonniers sont livrés à eux-mêmes. La surveillance se fait de loin et un endroit échappe totalement à la vue du Mirador. Il s'agit du préau. Un recoin sombre au fond de la cour. Ficelle et Hugo s'y trouvent quand un homme se fait subitement prendre à partie. Ça nous permet aussi de voir l'incohérence du discours que peut tenir l'administration et le ministère quand ils vous montrent des établissements, des vitrines flambant neufs où tout va bien, avec des cellules individuelles où tout est propre. Puis quand vous voyez ce qui a été filmé par les détenus à Fleury, vous voyez que c'est complètement un monde à part. Le jour où ces images ont été diffusées, ce quartier de Fleury-Mérogis, qui était dans un état lamentable, était fermé depuis plusieurs mois pour une rénovation complète. Donc nous, le jour où ces images ont été diffusées, on n'a pas dit que c'était un trucage, un montage et que c'était une falsification de la vérité. On a simplement dit, évidemment, que cet état n'était pas correct. C'est la raison pour laquelle ça fait plusieurs mois que l'établissement est fermé et en cours de rénovation. Donc nous avons pris nos responsabilités. Catherine Tambrin est commissaire de l'exposition Prison, l'impossible photographie qui s'est tenue au musée Carnavalet à Paris. Pour elle, la pénitentiaire se retrouve confrontée à un véritable paradoxe. Si l'administration réfléchit un tout petit peu, en fait les images qui vont sortir maintenant, c'est des images faites par les détenus. Donc il y a quelque chose de tout à fait paradoxal à laisser finalement sortir uniquement les photos des gens qui sont leurs opposants, évidemment, naturellement, par essence, et de ne pas autoriser un photographe à photographier la prison. Donc pour l'instant, on est entre deux. On a d'un côté l'administration qui communique sur des images, oui, très propres, de prisons modernes, etc. Et puis de l'autre côté, on a les images des détenus qui nous renvoient, qui vont photographier même 2-3 chiffons dans le coin d'un mur pour montrer que c'est sale, etc. Et donc, du coup, ils vont avoir qu'un seul discours. Donc c'est très paradoxal. Je ne sais même pas s'ils se sont posé cette question-là. Mais il n'y a pas qu'en France que les détenus décident parfois de se substituer aux journalistes. Aux États-Unis, Omar Broadway a réussi à faire entrer une caméra dans sa cellule de la prison de Northern State. Le résultat, un film de 2 heures qui fera le tour du monde. Là aussi, c'était effectivement la réalité de la prison, filmée de l'intérieur avec une caméra cachée. Donc là, on voyait effectivement pas forcément l'état déplorable de la prison américaine en question, mais plutôt les brutalités des surveillants, des humiliations au quotidien, un vrai problème quoi, qui entoure les détenus. Et ça permettait aussi de dénoncer, c'est quand même ça qui est important. Did you resist any type of way? No, I didn't resist at all. After they handcuffed me, they was ramming my face and my head into everything we walked past, the gates, the doors. I can't even tell you who the fuck was hitting me. The mace done blinded me, I couldn't see shit. Only thing I felt was like a whole bunch of motherfuckers just beating on me. Alors, est-ce vraiment compliqué pour un journaliste de pénétrer dans une prison française? Nous avons voulu faire le test. Après 2 mois d'attente, nous avons obtenu un rendez-vous auprès du service communication de l'administration pénitentiaire, expliquant que nos délais sont courts et que notre sujet concerne les rapports entre prison et médias. On nous propose un tournage en moins d'1 semaine au nouveau centre pénitentiaire de Rennes, un centre si neuf que les détenus ne sont même pas encore arrivés.
Jérôme Arnois, le directeur, nous fera donc la visite de cette prison, sans prisonniers. Je vais prendre, vous savez, les fameux trousseaux de visite, si je peux les avoir, pour accéder un peu partout. Merci. Je compare toujours l'ouverture d'une prison maintenant un peu comme un Airbus avant son premier vol commercial. Il faut s'assurer que tout fonctionne. Et pour s'assurer que tout fonctionne, il faut se mettre dans la réalité du quotidien. Donc nos procédures, à 85%, elles deviennent quasiment identiques au jour où les détenus vont arriver. Alors on est ici dans l'atrium, qui est un lieu, on va dire un carrefour de circulation. Et puis ici, on a le quartier arrivant. Donc tout détenu qui arrive passe 7 jours dans ce quartier. Et puis là, on va aller sur les parloirs. Ça permet de casser un peu les séries américaines, parce que dans la représentation de beaucoup de gens, un parloir, c'est une vitre ou un grillage entre les deux, et c'est tout sauf ça, puisque c'est un lieu où les gens se rencontrent et ils peuvent se toucher physiquement, quoi. L'image caricaturale de nos prisons, elle est effectivement due à la fois aux séries américaines, à une volonté sans doute d'en rajouter quelque part, pour en faire encore peut-être plus prison, et puis aussi, quand même, il faut le dire, souvent une volonté des médias de plutôt filmer une vieille prison, parce que ça fait plus prison, et puis ça fait, plutôt que d'aller faire des images dans une prison récente, où les conditions de détention, qu'on le veuille ou non, il faut quand même bien reconnaître qu'elles s'améliorent. Le sentiment que j'ai, c'est qu'à un moment donné, les médias veulent s'intéresser à des choses qui... comme si, quand c'est nouveau et que ça ne fonctionne pas trop mal, que c'est moins intéressant que le truc qui est vétuste et où on peut apporter beaucoup de critiques, quoi. Voilà. La visite se poursuit avec la découverte d'un centre médical dernier cri, avec cabinet dentaire ou radiologique. Un peu plus loin, la salle polyvalente et un terrain de foot synthétique. Les nouvelles prisons aiment communiquer sur ce confort moderne. Un confort souvent jugé très relatif et superficiel par leurs détracteurs, qui leur reprochent avant tout leur éloignement des villes et leur déshumanisation. Là encore, c'est un peu la schizophrénie médiatique parfois, où on finit par des fois avoir des articles où on finit par regretter les prisons où il y avait les rats, quoi, ou les vieilles prisons. Donc il faut à un moment donné quand même, il faut arrêter d'être des magots et de vouloir en permanence critiquer ce qui est fait, quoi. Bonjour, ça va ? Bonjour. Et voilà la cellule type aujourd'hui, telle qu'on la connaît, qui dispose de son coin sanitaire, avec une douche là en enfoncement. Là aussi, fini les douches collectives depuis 2004. Depuis 2004, à chaque fois qu'on ouvre un nouvel établissement, il y a une douche par cellule. Chaque cellule est équipée de la télévision, place importante de la télé en prison. Chaque fois que le détenu sera présent dans sa cellule, elle sera allumée, quoi. D'une part, quand le détenu est seul dans sa cellule, c'est finalement un peu l'accompagnant, puis c'est le regard sur le monde extérieur, quoi. Donc c'est important. Et puis alors il y a 32 chaînes, puisque maintenant il y a la TNT, il y a Canal+, et Canalsat. Donc on a la télé, quelque chose de très important, quoi. Et les soirs de match, par exemple, le sport à la télévision. La Coupe du Monde est un effet très apaisant dans les prisons, quoi. Je pense qu'il y a encore plein de gens qui sont surpris qu'un détenu puisse avoir la télévision en cellule. Certains vont dire, oui, mais moi mon fils, je loue une chambre à la cité universitaire et il n'a même pas la douche dans sa chambre, quoi. Il a la douche sur le palier encore et c'est pas plus grand parce que je ne sais plus combien ça fait une chambre de cité U, mais ça doit être 10 mètres carrés maximum, donc on est sur une superficie équivalente. Mais bon, moi je rappelle toujours d'abord qu'il faut comparer ce qui est comparable. Ici on est dans une prison, on a beau avoir la télévision et la douche, c'est quand même l'enfermement, hein. C'est-à-dire que la porte se ferme à un moment donné. Douche individuelle, chaîne satellite à 18 € par mois, emplacement pour un réfrigérateur. En 2009, plus de 4500 détenus ont échangé leur vieille cellule pour une nouvelle prison bénéficiant de ces conforts. La pénitentiaire est consciente que montrer ces améliorations risque d'être mal perçu par l'opinion. Dans les premières années de Fleury-Mérogis en 1970, Paris Match évoquait déjà un Hilton pénitentiaire. Depuis, l'image de la prison fait le grand écart entre cachot ou hôtel 4 étoiles. Ce qui complique la manière de communiquer, ce sont les deux extrêmes. Entre ceux qui disent les détenus sont mieux lotis, ils sont dans des hôtels 4 étoiles, ils ont la télévision, en plus certains ont un emploi, et puis ceux qui disent la prison et l'école de la récidive
et l'école du crime, tout cela est faux. Tout cela est faux parce que c'est caricatural. Ce qui est étonnant dans ce dilemme, dans cette contradiction, c'est qu'on la retrouve déjà au XIXe siècle. Il y a eu un très bon ouvrage de Dominique Khalifa sur la prison à Katsu, qui reprend des coupures de presse de la moitié du XIXe siècle, où certains journaux déplorent les bonnes conditions de détention en disant « mais regardez, ces détenus, ces criminels, ces délinquants, ils peuvent prendre un bain une fois par semaine ». Alors que la plupart des gens, des bonnes gens, dans leur maison, dans leurs appartements, n'ont même pas accès à l'eau courante. Faut pas se leurrer. En fait, quand on parle de la prison, même quand on fait des films dessus, on a quand même l'impression globalement de prêcher dans le désert parce que les gens s'en foutent malgré tout, quoi. L'immense majorité des gens considèrent que les gens qui sont en prison ont ce qu'ils méritent, et plus les conditions de détention sont dures, après tout, ils l'ont bien mérité, quoi. D'autant plus difficile de sensibiliser l'opinion au sort des détenus que ces derniers sont les grands absents des reportages. Et même lorsqu'ils sont présents, ils sont systématiquement masqués. En prison, la loi s'arrête au mur de la prison. Après, c'est une autre loi qui est là. Quelque part, c'est presque la loi du talion quand on arrive en prison. La loi pénitentiaire de 2009 officialise ce qui était un simple usage jusqu'alors. Un détenu ne peut apparaître à visage découvert devant une caméra, et ce, même s'il est d'accord. Deux raisons, le respect des victimes et la protection du prisonnier lui-même. Il y a une règle absolue sur laquelle vraiment on ne transige pas, c'est le respect de l'anonymat du détenu. Un détenu, c'est une personne qui est privée de ses libertés, qui n'a pas forcément conscience des conséquences que peuvent avoir la levée de son anonymat. Donc nous souhaitons préserver l'anonymat des détenus. Dominique Perben a été garde des Sceaux dans le gouvernement Raffarin. Pour lui aussi, flouter un détenu, comme on dit dans les médias, c'est avant tout dans son intérêt. Je pense qu'il faut faire très très attention. Parce qu'un détenu, à un moment donné, peut se dire j'ai intérêt à passer à la télé, je passerai un message, etc. Mais la vie continue derrière. Je veux dire, attention, par définition, une femme ou un homme qui est en prison est dans une situation de fragilité psychologique. Et je pense qu'il faut faire attention. Moi, peut-être qu'à un moment, j'aurais voulu, quand j'étais incarcéré ou quand j'ai fait ma TS, vous voyez, pouvoir leur parler. Et aujourd'hui, je serais fou qu'il y ait une image comme ça qui reste. Je suis très très heureux qu'il n'y ait aucune image de moi en prison. Donc je pense que ça, c'est préserver les gens contre eux-mêmes. L'administration pénitentiaire se comporte avec les détenus toujours de la même manière. C'est une matière très surprotectrice et en fait, on dénie aux détenus en permanence leur capacité de manifester leur libre arbitre. La détention, normalement, c'est uniquement une privation de liberté. Mais uniquement au travers de ce droit à l'image, on se rend bien compte que c'est beaucoup plus qu'une privation de liberté de mouvement. Je pense qu'il faut avoir l'honnêteté d'expliquer à l'intéressé, voilà, ok, qu'il l'assume parce que voilà, c'est sur un coup de tête, ils sont un moment en prison dans un contexte particulier. Donc, avoir cette explication-là, qu'elle soit très claire, à partir du moment où l'intéressé est d'accord, effectivement, je crois que le temps du floutage, il est terminé. On m'a personnellement une fois demandé de témoigner dans un reportage qui se faisait dans une prison où j'étais, mais il n'était pas question que je témoigne flouté ou je témoignais à visage découvert parce que j'assumais ce que je voulais dire. Flouté, j'aurais eu l'air de me cacher, donc je trouve que c'est parfaitement hypocrite, stupide. Ça contribue à biaiser la vérité et ça ne sert à rien. On connaît très bien tous les problèmes de tout ce qui est témoin anonyme, dénonciation anonyme. Le mot anonymat, finalement, jette toujours un doute sur la véracité, un doute sur l'honnêteté de la personne. Mais le deuxième doute, au-delà de cette sincérité ou de cette honnêteté, c'est tout simplement l'empathie. Ça veut dire qu'on est empathique et on peut avoir des sentiments on peut essayer de comprendre quelqu'un ou essayer de se rapprocher de la situation de quelqu'un quand il y a peu de distance entre les personnes. Il faut vraiment que le témoignage soit très fort s'il est flouté pour qu'il soit réellement entendu. La télé, c'est de l'image, l'image, c'est des regards. Un floutage, effectivement, ça perturbe grandement la portée d'un discours. C'est pas la même chose. C'est un petit peu ce qui a été fait au moment où on a décidé qu'il ne fallait pas montrer les gens menottés. Parce que c'était contraire à la dignité humaine de les montrer menottés. Alors on peut considérer que c'est contraire à la dignité humaine de montrer les visages de gens qui sont détenus.
Alors qu'en réalité, ce qui est contraire à la dignité humaine, c'est la détention. Ce qui est contraire à la dignité humaine, c'est les menottes. C'est pas le fait de les photographier ou de les filmer. C'est-à-dire que c'est pas la réalité qui choque, c'est l'image de la réalité. Filmer un détenu à visage découvert, c'est possible. Mais ce n'est pas en France que ça se passe. Direction Namur en Belgique wallonne, à quelques mètres du centre-ville, la prison et ses 204 détenus. Le bâtiment a été construit en 1876, ce qui en fait l'un des établissements pénitentiaires les plus anciens du royaume. C'est ici que nous rencontrons Dimitri, un détenu en fin de peine. Il nous accueille dans sa cellule, très confortable. D'abord, il y a l'ordinateur, la télévision primordiale pour regarder des émissions sur les animaux. Non, tous mes cours sur les étagères, cours de cuisine, il y a des cours d'anglais, il y a des cours d'informatique, il y a de la gestion, la guitare, important. Des cours aussi qui ont été donnés ici à la prison de Namur. Les cours de guitare, ça c'est génial, c'est le genre de choses quand on est à l'extérieur qu'on veut faire, qu'on ne fait jamais, on n'a jamais le temps. On a plein d'autres choses à faire, des cours chez Cora, etc. Ici c'est le calendrier. Et vous voyez que chaque jour, c'est barré d'un trait très déterminé, rouge. Et alors, c'est étonnant que je n'ai pas barré le 10. Vous voyez, je suis en train de m'acclimater. Dimitri n'a pas hésité une seconde lorsqu'on lui a demandé de témoigner à visage découvert. Pour lui, le floutage est une hérésie. Je pense que c'est antidémocratique. Si quelqu'un a envie de s'exprimer à visage découvert, il a le droit de le faire. C'est pas parce que dans une période de sa vie, il a un statut de détenu qu'il perd les droits simplement à s'exprimer, et à s'exprimer évidemment au visage découvert, puisqu'il persiste et signe quelque part avec le visage découvert. Tout ce que vous pouvez dire à visage couvert, c'est comme si vous ne le dites pas. Même discours de la part de la directrice de l'établissement, Valérie Lebrun. En Belgique, si un détenu a donné son accord, il peut témoigner à visage découvert et Madame la directrice trouve ça totalement normal. La privation de liberté, ce n'est que la privation de liberté. Ça reste un citoyen comme un autre, donc s'il est d'accord de parler à visage découvert devant les caméras, je ne vois pas de quel droit je pourrais lui interdire. Et donc ça me semble en tout cas, en effet, un abus de pouvoir que je ne comprends pas très bien d'un point de vue légal par rapport à notre législation. En tout cas, comment est-ce qu'on pourrait le justifier ? Mais le floutage n'est pas la seule exception belge. Ici, on nous ouvre n'importe quelle porte, et même celle des cellules les plus vétustes. Donc vous avez ici les cellules de Namur. Donc vous voyez qu'il y a 2 matelas qui sont prévus, étant donné que régulièrement ils sont à 3. Avec une petite toilette et un coin, un évier avec de l'eau froide. Et donc il faut compter qu'ils sont 22 heures sur 24 dans une cellule comme ceci quand ils sont en préventif, puisqu'ils ont droit à 2 préaux. Point. La télévision est importante, je regarde beaucoup la télévision. La télévision est pratiquement constamment allumée et il faut savoir également que c'est souvent source de conflits parce qu'ils ne veulent pas regarder les mêmes reportages et c'est souvent source de tension au moment des matchs de foot. En Belgique, non seulement on ne cache pas le délabrement, mais en plus, on en fait de l'art. Je voulais vous montrer des photos qui ont été prises à différents moments, qui montrent évidemment les conditions de détention aussi, parce que c'est dans l'objectif aussi de sensibiliser le public. Quel est l'intérêt pour vous de montrer ces images au grand public ? Tout simplement parce que je pense que dans un État démocratique, le degré de démocratie s'évalue justement à la façon dont on traite les personnes incarcérées. Et qu'il est tout à fait indigne de notre siècle et d'un État comme la Belgique d'avoir encore des conditions de détention qui datent du 19e siècle. Ce n'est pas normal et ce n'est pas humain. Ça permet de sensibiliser l'opinion publique, ça permet aussi de sensibiliser le monde politique pour qu'on puisse donner des conditions de détention, mais aussi, je tiens quand même à le souligner aussi, des conditions de travail qui soient adéquates par rapport aux normes de sécurité qui doivent exister à l'heure actuelle. C'est-à-dire que les images parfois pour vous peuvent être une arme pour convaincre les politiques de vous donner des moyens par exemple ? Bien sûr, tout à fait. Autre différence de taille en Belgique, les délais pour obtenir les autorisations de tournage qui sont considérablement raccourcis. Pour comprendre comment et surtout pourquoi, nous nous rendons à Bruxelles dans les bureaux de la direction pénitentiaire belge. Laurent Sampeau gère la communication des prisons belges. C'est lui qui reçoit les demandes des journalistes. Et voilà comment ça se passe. Pour les informations en elles-mêmes, donc ça c'est les interviews, et les interviews en elles-mêmes, ça se fait sur le moment même.
Donc les demandes de reportage, dans un cas classique, il faut compter, c'est dans la semaine en règle générale. Alors si je prends maintenant un exemple, j'ai reçu mardi passé une demande d'une journaliste suédoise, ça va partir aujourd'hui au président du comité de direction, j'aurai en principe l'autorisation aujourd'hui ou demain, et donc demain la journaliste aura sa réponse positive pour aller faire un reportage à la prison de Forêt. Donc si on résume, le délai aura été de combien de temps ? À peu près une semaine. Mais à se montrer aussi ouverte avec la presse alors que beaucoup de pays d'Europe restent frileux sur la question, la Belgique ne risque-t-elle pas de devenir le centre d'attraction de tous les journalistes en mal d'image ? C'est déjà arrivé clairement qu'on ressentait bien qu'une demande d'autorisation était introduite en Belgique parce que dans leur pays, elle avait été refusée. En règle générale, ce sont des sujets très pointus, je vais presque dire, où effectivement, ce sont sur des sujets qui existent dans leur pays. Alors, quand on leur demande pourquoi est-ce que vous ne faites pas ce reportage dans votre pays, ce qui serait beaucoup plus logique par rapport à votre public, on sent bien qu'ils trouvent des excuses pour dire que c'est intéressant, qu'ils s'intéressent à la situation belge et ce genre de choses-là. Et dans ce cas-là, ce sont des reportages qui sont refusés. L'ouverture à la presse n'a pas toujours été la règle, au contraire, ça ne fait que quelques années. Depuis, la Belgique se cherche. Parce qu'à accepter des projets de documentaires ambitieux, on frôle parfois l'émission de télé-réalité. C'est le cas de Leuvenhulp, Aide à Louvain en français. Les équipes de la télévision flamande 1 devaient réaliser un documentaire sur la création d'une pièce de théâtre dans la prison de Louvain. Alors le principe donc c'était de suivre en fait les détenus de cette pièce de théâtre, en tout cas ceux qui l'ont accepté, pendant toute la durée des répétitions qui ont duré 3 mois. C'est pour ça que leur temps de présence était de 3 mois. Et par conséquent, ici on montre la vie quotidienne de la prison, les états d'âme et les sentiments des détenus qui participent, mais aussi alors toute une série de répétitions du théâtre. Et pendant le dernier épisode, il y a la représentation qui est filmée en fait. Mais à l'antenne, on a pu découvrir un générique digne d'une série télé, une musique qui appuie le suspense ou la tension, et même des caméras confession en cellule. Zo noemen ze mij. Een crimineel. Je hebt een crimineel geen hart. Soms denk ik erover na dat ik de vrijheid niet meer zal zien. En fait, c'est le feuilleton de la vie en prison. En tout cas, dans la vie de la prison ici en question. Voilà, là, le détenu va être libéré, donc il est en train d'attendre d'être libéré. Il ne tient plus en place, ce qui est assez logique. Et là, vous avez pensé au problème des victimes, notamment ? Dans ce cas-ci, non. Tout comme on ne cache pas l'état parfois insalubre des cellules, dans ce programme, on montre tout. Et ça a été filmé sans aucun tabou, puisqu'on va même jusqu'à filmer un détenu qui était en train de se rouler un joint dans sa cellule. Ça a été montré, ça a fait beaucoup de choc, mais c'est la réalité. Il y a de la drogue en prison et on le sait. Et ça vous gêne pas de le montrer ? C'est-à-dire que c'est gênant de le montrer, mais c'est la réalité. La direction pénitentiaire belge ne tarit pas d'éloges sur l'émission, en reconnaissant tout de même que ce programme est plus qu'un simple documentaire. C'est vraiment le plus loin qu'on a été, c'est-à-dire qu'on est de nouveau à la limite du balancier entre le documentaire sur la vie en prison et la télé-réalité. Mais la télé-réalité en prison ne concerne pas que la Belgique. Nous sommes en Espagne et ici, les détenus chantent. Ça s'appelle El Coro de la Cárcel, le cœur de la prison. Et il s'agit ni plus ni moins que d'une nouvelle star sous écrou. Je pense que c'était assez flatteur pour l'administration pénitentiaire espagnole, montrer aussi qu'il y a une certaine ouverture d'esprit, qu'on peut faire entrer des caméras, qu'on peut faire participer les détenus à un programme. Oui, bien sûr que c'est assez flatteur, bien sûr c'est plutôt positif pour l'administration pénitentiaire, bien sûr, évidemment. La prison spectacle en télé-réalité, mais aussi dans les clips, la publicité et les séries, de Prison Break à Oz, les barreaux fascinent. Il y a un programme qui s'appelle Inside Jail à la télévision américaine qui montre clairement le quotidien d'une prison. Et on voit que c'est une prison moderne, c'est ultra moderne, tout est propre, tout est nickel, c'est du béton, c'est de l'inox, c'est magnifique, c'est formidable. Parmi les séries télé, bien avant Prison Break, la pionnière du genre s'appelait Oz. Diffusée à partir de 1997 sur la chaîne câblée HBO aux États-Unis et sur Série Club et M6 en France, la série montrait un univers carcéral sans concession.
C'était une série extrêmement forte, c'était interdit au moins de 16 ans quand même, faut se rappeler de ça, quand c'est passé sur M6. C'était effectivement extrêmement violent, il y avait un climat psychologique aussi d'humiliation de certains détenus vis-à-vis des autres, c'était parfois aussi très sexuel, parce qu'il y avait clairement montré aussi qu'en prison, il y a des relations sexuelles qui sont pas consenties, qui sont imposées, il y a des viols, clairement, il y a des meurtres, il y a des choses comme ça, il y a la drogue également qui était très très présente dans Oz. Quand on voit le clip de Lady Gaga, c'est plus une espèce d'univers fantasmatique, j'ai envie de dire. C'est vrai que quand on voit des fictions érotiques, ça se passe souvent dans des prisons pour femmes, avec de pauvres prisonnières qui sont livrées à la merci d'une matonne. Ça peut faire rêver, ça peut faire fantasmer certains. Je crois que les détenus qui regardent ça sur leur petite télé dans leur cellule en France où ils sont 3 ou 4 dans 9 mètres carrés, je ne suis pas certain que eux ça les fasse si rire ou sourire que ça. En tout cas, ça les fait pas rêver, ça c'est sûr. Parfois, en revanche, la fiction permet de montrer ce que les journalistes ne peuvent pas filmer. En 2006, Bernard Georges réalise pour Canal+ un documentaire sur les conditions de vie des détenus. Un film à charge et assumé comme tel. Son titre, La honte de la République. Mais Bernard Georges n'obtiendra jamais l'autorisation de tourner en prison. Au début, il y a eu une possibilité, et ils nous ont envoyés dans une espèce de prison modèle, avec des gars modèles, des types formidables qui seraient insérés, tout ça. Moi, les premiers rushs que j'ai vus, j'étais mort de rire, donc j'ai dit, c'est pas sérieux. Donc on a demandé des établissements particuliers, et puis à partir de là, ça a été fini, donc on a eu non sur tout. Donc on a fait un décor, et puis on a mis 3 comédiens à l'intérieur, et c'est tout à fait spectaculaire de promiscuité, quoi. Oui, cellulaire. Il y a quelque chose de la perception de la promiscuité, des odeurs, du bruit qui se passe. Putain, oh chef, c'est quoi ce bordel? Appelle ta femme de ménage. Appelle ta femme de ménage, t'as que ça à me dire, hein? Foiré. Puis c'est-à-dire, c'est presque mathématique, c'est la surface et les gens que tu mets à l'intérieur. Mais tu es obligé de faire ça, il faut quand même montrer. Montrer pour dénoncer, montrer pour faire évoluer les choses également. Parfois, les médias ne sont pas considérés comme des adversaires par l'administration pénitentiaire ou les politiques, mais plutôt comme des alliés. Nous partons pour les établissements de Witzwil, à quelques kilomètres de Berne, en Suisse. Ce matin, la presse est invitée par le secrétaire d'État français à la justice, Jean-Marie Bockel, à visiter une prison ouverte, autrement dit, une ferme. Ici, les détenus sont libres, pas de barreaux, mais à la place des chevaux, des cochons et des journalistes. Même s'il s'agit d'une prison, aujourd'hui tout est fait pour faciliter le travail des médias. La visite se déroule d'ailleurs dans la bonne humeur, avec jeu de mots au passage. C'est un problème, monsieur peut dire tous mes projets sont détruits. Cette bonne ambiance n'est pas due au hasard. Pour Jean-Marie Bockel, qui aimerait voir émerger ce type de détention en France, c'est à la fois une manière d'occuper le devant de la scène médiatique, mais aussi de préparer le terrain. C'est un sujet qui doit rencontrer l'adhésion de l'opinion publique ou d'une partie de l'opinion publique, ce qui, le moment venu, facilitera également la tâche, parce qu'il y a tellement de prévention par rapport à tout ce qui relève du monde carcéral, de la prison, voire d'une prison sans barreaux, vous imaginez, dont on peut s'évader. Et donc je crois que c'est par le témoignage de ce qui existe et de ce qui fonctionne qu'on peut faire reculer ces idées reçues et faciliter donc, le moment venu, les bonnes décisions pour qu'il y ait davantage de prisons de ce type en France. D'ailleurs, les choses semblent évoluer. À son arrivée à la chancellerie, en juin 2009, Michel Alliot-Marie a créé des stages en immersion. Des journalistes peuvent passer de 24 à 48 heures dans une prison. Pour RMC, Christophe Bordet a séjourné 2 jours à la maison d'arrêt de l'île Segdin. Il a apprécié cette expérience à une exception près. Et les règles du jeu, c'était qu'on faisait de la radio, mais qu'on ne pouvait pas emmener d'appareil pour enregistrer quiconque. Qu'il n'était pas question, évidemment, d'emmener une caméra non plus. Pire encore, qu'il était préférable d'avoir une bonne mémoire, puisqu'il n'était pas possible d'avoir un stylo et un calepin pour prendre des notes. La caméra change, la prise de notes change, enlève certainement de la spontanéité dans les interlocuteurs. Moi, si on discute et que je vois que vous prenez des notes, je vais beaucoup plus me maîtriser dans mes paroles, dans mon comportement. Si on peut enregistrer
forcément, on a des preuves quelque part de ce qui est dit, de ce qui... Et là, la seule preuve que l'auditeur va avoir, c'est celle du journaliste qui va raconter ce qu'il a vécu. C'est tout. Donc ça, c'est un vrai problème, je trouve, effectivement. On peut imaginer que ces stages d'immersion, au bout d'1 an, 2 ans, peut-être qu'un jour, il y a un bloc-notes qui va glisser dans la main d'un journaliste et que personne ne va rien lui dire. Et peut-être que dans quelques années, il y aura aussi des caméras. Peu à peu, la prison s'ouvre aux journalistes. Les efforts de la pénitentiaire sont importants depuis quelques années, mais la méfiance prend encore trop souvent le dessus. On a peur de la réalité dans ce pays. C'est ça le problème. On a peur de la réalité dans ce pays. Voilà. Le jour où on pourra en 24 heures rentrer avec une caméra et filmer tout ce qu'on veut, là on aura fait un grand pas pour transformer dans l'imaginaire des Français l'idée qu'ils se font de leur prison. L'équilibre, ça serait que tous les médias puissent faire leur travail comme ils font ailleurs, dans le respect de la déontologie, dans le respect des règles d'information, du respect du droit à la vie privée, à l'image et ainsi de suite. C'est vrai que dans l'idéal, pour de simples raisons de bon fonctionnement de la démocratie, ce serait plus simple si on avait un accès plus facile au milieu carcéral. Mais je dirais qu'en milieu carcéral, c'est peut-être pas la priorité absolue et première de faciliter les tournages. Une prison, c'est une prison. On n'est pas non plus les rois du monde à pouvoir entrer où on veut, quand on veut. Cette volonté d'ouverture aujourd'hui, elle existe parce que manifestement, c'est une institution qui a fait sa propre évolution et qu'il faut que ça se sache, il faut que ça se dise. Donc les médias, c'est quand même le meilleur vecteur pour apporter un déclic dans la tête de ceux qui regardent la télé, dans la tête de ceux qui lisent des journaux. C'est un signe de maturité d'une société, de montrer ses prisons, de montrer l'envers du décor, en quelque sorte. Et je pense que ce qui se passe depuis un certain nombre d'années, de ce point de vue-là, est positif. Il y a pas seulement une curiosité, il y a une volonté de traiter le sujet. On est aussi responsable de la désinformation. Si on n'ouvre pas soi-même son lieu, eh bien on laisse les médias raconter ce qu'ils ont envie de raconter avec le peu d'informations qu'ils ont. Une institution qui a tendance à fonctionner dans le secret se condamne.